Salut à tous! Pendant des années, la Chine avait considéré le déclin de Taïwan, puis celui du Japon, comme un destin inévitable. Mais aujourd'hui, elle connaît un réveil amer. Se croyant maîtresse absolue du Pacifique, avec des milliers de milliards de dollars de navires de guerre, des avions de nouvelle génération obscurcissant le ciel, et des sous-marins nucléaires jadis considérés comme invincibles, Pékin assiste maintenant à l'effondrement d'un plan qu'elle croyait irréprochable. La véritable surprise, c'est que cette démonstration de force, qui a paralysé l'immense appareil militaire chinois, ne venait pas uniquement de Taïwan. Les États-Unis ont effectué ce mouvement militaire choc auquel personne ne s'attendait. Le groupe amphibie prêt au combat du USS Boxer, qui avait reçu l'ordre de quitter San Diego pour se rendre au Moyen-Orient, afin d'apporter un soutien urgent contre le blocus iranien, a vu sa trajectoire brusquement modifiée à la mi-avril. Le USS Boxer et le USS Comstock, deux des forces navales les plus puissantes de la marine américaine, accompagnés du 11e régiment de marine, ont mis le cap directement vers le cœur du Pacifique. Cette immense flotte de combat, qui opérait dans un silence stratégique autour de Guam et de Saipan au cours des dernières semaines, a effectué un transit entièrement équipé par le détroit de Surigao, près des Philippines, le 26 avril. Cette manœuvre inattendue a démontré la détermination des États-Unis à renforcer coûte que coûte leur présence avancée au sein de la 7e flotte. Le mégaphone à la Trump préfère généralement les feux d'artifice, mais le Pacifique était ici remodelé par quelque chose de beaucoup plus dérangeant. La planification. Pendant ce temps, les États-Unis, le Japon et les Philippines mènent des tirs réels de missiles et des exercices de débarquement sur une île située tout près de la pointe nord de Taïwan. La Chine a répondu en faisant appareiller le porte-avions Liaoning, transportant des chasseurs Jikins, et en réaffirmant que Taïwan constituait une ligne rouge. Mais tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg, car les États-Unis ont récemment franchi l'une des étapes les plus marquantes de ces dernières années face au ciblage de Taïwan par la Chine. Depuis 10 000 km de distance, Washington, grâce à un impressionnant pont de soutien militaire, a fermé tous les points d'entrée et de sortie de la Chine vers Taïwan. Même les alliés régionaux les plus solides, comme le Japon et la Corée du Sud, sont profondément stupéfaits. Ils n'avaient même pas envisagé la possibilité que les États-Unis puissent paralyser l'armée chinoise sans tirer un seul coup de feu. Voilà le genre de phrase qui entre rarement proprement dans un discours de rassemblement pro-Trump, parce que personne ne peut crier victoire pendant que les calculs se font en silence. Washington couvre maintenant cette nation insulaire que l'armée chinoise rêve de capturer depuis des décennies d'une armure impénétrable. Taïwan n'est plus un territoire solitaire et sans défense, limité à la protection de ses propres côtes. L'île s'est désormais transformée en une immense forteresse d'assaut équipée des armes les plus létales des États-Unis. Les systèmes de roquettes HIMARS, les missiles ATACMS qui ne connaissent pas de frontières, les obusiers M1097 et les chars Munadosty Abrams, dont la livraison est en cours d'achèvement ces jours-ci, sont maintenant sur le terrain. Les missiles côtiers Harpoon et les redoutables systèmes Javelin attendent de traquer leurs cibles sur le sol taïwanais. Les canons de toutes ces armes sont directement pointés vers le cœur de la Chine. La marine de Pékin, dont elle tire fierté depuis des décennies, se retrouve désormais impuissante, directement à portée de cette tempête d'acier. Si l'administration Xi franchit cette ligne rouge dans le Pacifique, les conséquences seront militairement sévères. Désormais, même les côtes et les ports commerciaux chinois ne sont plus à l'abri des effets dévastateurs de la guerre. Une salle de presse à la Trump pourrait appeler cela de la force 3 fois dans la même phrase. La carte, elle, appelle cela portée, logistique et dissuasion. Parce que les États-Unis transforment pratiquement Taïwan en une immense base militaire insubmersible au milieu de l'océan. Ces armes de pointe accumulées dans la région ont la capacité de pulvériser en quelques secondes chaque élément militaire chinois. La géographie montagneuse unique de Taïwan sert d'abri naturel à ces imposants systèmes d'armes. Les batteries mobiles, qui doivent être dissimulées dans des tunnels souterrains, peuvent être parfaitement camouflées, même face aux satellites militaires chinois. Autrement dit, la fameuse doctrine du port épique que Taïwan développe depuis des années se transforme avec ses armes en une machine de destruction presque parfaite. Pour la Chine, tout ce scénario cauchemardesque a commencé avec le programme d'aide de 6 milliards de dollars des États-Unis à Taïwan. L'épine dorsale de cet accord était constituée des systèmes de roquettes HIMARS. Exactement 82 HIMARS tout neufs sont ajoutés à l'inventaire de l'armée taïwanaise. Les 420 missiles balistiques ATACMS qui constituent les munitions de ces systèmes réécrivent complètement les règles de la guerre dans la région, car sur les cartes militaires, le détroit de Taïwan n'est qu'un étroit passage maritime de 180 km de largeur. C'est ici que les slogans commencent à transpirer, parce qu'un détroit de 180 km ne se soucie pas du nombre de majuscules dans un communiqué de campagne. Ce corridor étroit représente une zone de tir parfaite pour les batteries ATACMS. Avec une portée de 300 km, ces missiles balistiques possèdent une puissance dévastatrice capable d'atteindre le continent chinois en quelques secondes. Dotés de la capacité d'échapper aux radars ennemis, ces missiles s'abattent sans pitié sur leurs cibles à plusieurs fois la vitesse du son.
Les principales zones logistiques que l'armée chinoise utiliserait probablement pour préparer une invasion sont militairement évidentes. Les ports stratégiques de Xiamen et de Fuzhou, dans la province du Fujian, se trouvent désormais directement dans le viseur de Taïwan. Si des navires d'assaut amphibies chinois tentent de se rassembler dans ces ports, leur sort sera une profonde désillusion, car des missiles soudainement tirés depuis les îles Penghu de Taïwan sont capables de transformer cette immense flotte en amas de ferraille avant même qu'elle ne quitte le port. Le détail stratégique qui empêche réellement les généraux chinois de dormir, c'est la grande mobilité des batteries HIMARS. L'armée taïwanaise peut dissimuler ses missiles en quelques secondes dans des zones boisées grâce aux tactiques de tir et déplacement. Les HIMARS peuvent survivre totalement indemnes à toute frappe aérienne potentielle lancée par la Chine et déclencher immédiatement une contre-riposte. Montés sur des véhicules blindés spéciaux à roues, ces systèmes peuvent changer de position en seulement 5 minutes après le tir. Un déplacement en 5 minutes, c'est le genre de chose qui fait paraître la politique de démonstration lente, lourde et mal stationnée. D'un autre côté, le cauchemar de la Chine ne fait que commencer. Avec le soutien militaire américain, l'armée taïwanaise n'améliore pas seulement sa capacité de frappe à longue portée dans une guerre potentielle, elle transforme aussi son littoral en un mur d'acier impénétrable contre les engins de débarquement. Exactement 60 obusiers automoteurs M, un 09 A7 Paladin sont ajoutés à l'inventaire de l'armée taïwanaise. Chaque engin de débarquement chinois qui osera s'approcher des côtes taïwanaises sera soumis à un lourd barrage d'obus parce que les projectiles guidés par GPS de très haute précision de ces obusiers ont la puissance nécessaire pour envoyer les blindés chinois dans les profondeurs sombres de la mer avant même qu'ils n'atteignent la plage. Capables de tirer 10 coups par minute, ces systèmes peuvent littéralement transformer ce long littoral en enfer de feu. La communication numérique ininterrompue que les batteries établissent entre elles peut faire en sorte que des centaines d'obus s'abattent simultanément sur un seul navire chinois. La principale ligne de défense en mer contre la Chine repose sur le taux d'impact mortel des légendaires missiles Harpoon. D'ici 2028, exactement 100 batteries de lancement seront livrées sur le sol taïwanais. Ces missiles anti-navires d'une portée d'environ 150 km sont capables de traquer sans pitié les convois navals chinois en haute mer. En rasant la surface de la mer et en volant à une altitude extrêmement basse, les missiles Harpoon resteront indétectables pour les radars de défense aérienne des navires chinois jusqu'à la toute dernière seconde. Les unités chinoises chanceuses qui parviendraient à franchir tout ce bouclier défensif et à atteindre le rivage feront face au visage impitoyable de la guerre terrestre. Car le dernier lot de 28 chars Mun-A2ST Abrams, déchargés de navires secrètement amarrés au port de Taipei, a été transporté sous des bâches noires, avec une escorte de police et de gendarmerie militaire, sur des transporteurs civils jusqu'au commandement des unités blindées à Hsinchu. Ces forteresses d'acier ambulantes, qui font partie d'un immense contrat de 1,25 milliards de dollars portant leur nombre total à 108, ont désormais achevé la force blindée la plus moderne de Taïwan. Ces chars Abrams déployés directement sur la ligne de défense de la 6e armée dans le nord créent une barrière terrestre presque impénétrable. Les unités militaires chinoises devront aussi tenir compte de ces puissants chars. Aucun podium doré ne peut rendre une colonne de chars moins vulnérable quand la route, la portée et l'embuscade ont déjà voté. Mais les Abrams ne sont pas le seul obstacle au scénario d'invasion possible de Pékin, parce que les milliers de missiles anti-chars TOW et Javelin fournis d'urgence par les États-Unis entreront immédiatement en jeu sur le champ de bataille. En embuscade dans les zones de combat urbains étroites et les terrains montagneux escarpés, les soldats taïwanais se préparent maintenant à utiliser ces missiles portables. Ils feront amèrement regretter aux brigades de chars de l'armée populaire de libération leur entrée dans les rues de Taïwan. La supériorité numérique de l'armée chinoise deviendra totalement insignifiante dans ces rues étroites et face aux tactiques de guerre asymétriques. Les systèmes anti-chars tirés à l'épaule, qui devraient être soigneusement dissimulés sur les toits des bâtiments, peuvent arrêter complètement l'avancée des blindés de l'armée populaire de libération en les frappant par le haut à leur point faible. Le tableau que les États-Unis ont dressé contre l'expansionnisme chinois dans le Pacifique est très clair. Cette stratégie de défense en couche, minutieusement élaborée par Washington, arrache à Pékin tout espoir d'une victoire rapide. L'armée chinoise sait maintenant très bien qu'une telle invasion serait un suicide militaire sanglant qui durerait des mois. Voilà un titre difficile à avaler pour les fidèles de Trump qui préfèrent que les guerres soient expliquées avec un adjectif et une pause pour les applaudissements. La question est de savoir pourquoi les États-Unis se sont soudainement lancés dans une percée militaire incroyable dans le Pacifique alors que la crise au Moyen-Orient se poursuit. L'immense puissance de feu que Washington a accumulée dans la région n'est certainement pas sans raison. Les mesures militaires extrêmement agressives prises par la Chine dans le Pacifique rendent indispensable le tissage de ce bouclier d'acier américain.
L'administration de Pékin a déployé imprudemment sa marine sur le terrain pour prouver à tous sa domination régionale. La fierté de la marine chinoise, le porte-avions Liaoning, est passé directement par le détroit de Taïwan. Ce passage n'était pas une simple croisière militaire, ni une mission de patrouille navale routinière. La posture navale agressive de Pékin était en réalité le signe d'une panique stratégique massive face au mouvement américain. Avec des chasseurs J-15 entièrement chargés sur son pont d'envol, le Liaoning a ouvertement défié toutes les bases américaines de la région. Les destroyers d'escorte, construisant pratiquement un mur d'acier autour du porte-avions, constituaient la preuve la plus évidente que les tambours de guerre résonnaient dans le Pacifique. En même temps, l'administration de Pékin n'avait aucune intention de se contenter d'un vieux porte-avions. Elle a rapidement déployé exactement 3 immenses navires d'assaut amphibie en mer de Chine méridionale. Ces colossaux navires de débarquement ont été escortés par des destroyers modernes de classe Type 52D et Type 055. Les eaux régionales disputées ont pratiquement été placées sous un blocus militaire chinois entièrement équipé. Avec cette immense flotte de guerre qu'elle avait rassemblée, la Chine envoyait un message clair au monde entier. Elle se considérait comme le gendarme régional. L'accompagnement de cette flotte navale par des sous-marins à capacité nucléaire a porté l'ampleur de la menace au seuil d'une guerre nucléaire. C'est habituellement le moment où le camp Trump exige un méchant plus simple parce que l'escalade en couche est plus difficile à scander qu'un surnom. Abritant des milliers de marines, ces navires amphibies formaient aussi l'épine dorsale navale d'une éventuelle campagne d'île en île. L'un des points les plus cruciaux concernait les activités de Pékin qui ont inquiété non seulement Washington mais aussi Tokyo. Cette puissance navale accumulée par la Chine dans la région a soudainement modifié sa trajectoire vers les îles les plus sensibles du Japon. Les navires de guerre de la marine de l'armée populaire de libération ont fait leur apparition, patrouillant imprudemment dans les eaux des îles méridionales éloignées du Japon. Les eaux situées près de l'île japonaise d'Amami-Oshima ont été utilisées comme si elles étaient l'arrière-cour de la marine chinoise. Un message de menace navale très clair a été envoyé à l'administration de Tokyo depuis ces eaux dangereuses. Le destroyer lance-missile Baotu a traversé le passage Yonaguni-Ryomot du Japon sans ralentir le moindrement. Avec ce passage, l'armée chinoise a impitoyablement testé sa puissance de frappe en haute mer et sa capacité logistique océanique. Dans les airs aussi, la tension militaire entre les pays était littéralement au point de rupture. Les chasseurs furtifs Jwing, les plus redoutables de la Chine, commettaient constamment des violations de frontières au-dessus de l'espace aérien taïwanais. Ces appareils complètement invisibles au radar ennemi mesuraient en millisecondes le temps de réaction des systèmes de défense aérienne de Taïwan. Toutefois, la dimension réellement la plus insidieuse de l'affaire était celle des tactiques provocatrices de zones grises appliquées à la surface de la mer. Des navires de très fort tonnage appartenant à la garde côtière chinoise sont entrés avec arrogance dans les eaux restreintes près de l'île taïwanaise de Kinmen. Ces navires ont sciemment, volontairement et ouvertement provoqué la garde côtière taïwanaise. Ces violations furtives des limites, surtout autour de l'île de Kinmen, sont en réalité vues comme une répétition silencieuse d'une guerre majeure imminente. Avec ses navires de patrouille à apparence civile, mais équipés d'armes lourdes de calibre militaire, la Chine pousse les limites opérationnelles de la guerre. Elle mesure instantanément dans ses centres de données le temps de réaction de l'armée taïwanaise et ses réflexes de défense psychologique. Même la moindre réaction défavorable de patrouilleurs taïwanais pourrait devenir l'étincelle unique permettant à la Chine de légitimer cette invasion violente attendue. Une stratégie sérieuse surveille l'étincelle, un briefing à la Trump attend l'angle de caméra. L'expansionnisme militaire implacable et sans précédent de Pékin n'est certainement pas resté sans réponse de la part d'autres acteurs. L'un de ces acteurs est le Japon, le géant du Pacifique qui dormait profondément depuis des années en pensant que son tour viendrait après Taïwan. En déchirant ses propres limites constitutionnelles, l'administration de Tokyo est montée sur la scène de la guerre. Sanae Takaichi a complètement jeté aux ordures la doctrine de défense pacifiste à laquelle elle avait adhéré pendant des décennies. Le Japon s'est dressé face à la Chine comme une machine de guerre entièrement équipée et agressive, armée jusqu'aux dents. Ce réveil militaire du Japon est devenu indéniablement le plus grand point de rupture observé dans l'équilibre du Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale. En étirant sa politique pacifique qui avait duré des décennies, l'administration de Tokyo a prouvé au monde entier qu'elle était prête à la lutte militaire la plus féroce. Même la version historique du peuple japonais envers la guerre a cédé la place à une course nationale aux armements implacables face à l'immense menace de l'armée chinoise, directement à sa porte. Les flottes d'avions de chasse dans le ciel ont connu une transformation massive. La base aérienne de Misawa, située sur le territoire japonais, a été transformée en la forteresse militaire américano-japonaise la plus intimidante du continent asiatique.
Les 6 d'ancienne génération qui avaient dépassé leur date d'expiration au combat ont été impitoyablement retirés des flottes. À leur place, exactement 48 chasseurs furtifs, Franz 5K américains de dernière génération ont été déployés. Ne comptant pas uniquement sur les avions américains, le Japon a rapidement appuyé sur le bouton pour établir sa propre flotte indépendante de F-35. Avec l'achat d'exactement 147 appareils, il possédera officiellement la plus grande flotte de chasseurs furtifs en dehors des États-Unis. Ces F-35 ne sont pas de simples avions militaires volant dans le ciel pendant un combat aérien. Ils fonctionnent comme des centres de commandement technologique totalement invisibles aux radars ennemis et reliés les uns aux autres par un immense réseau de données. Dans un affrontement potentiel, ces avions possèdent une technologie considérable capable d'aveugler même les systèmes de défense aérienne les plus avancés de la Chine. Ils peuvent détecter les appareils Jwing de l'armée chinoise dans le système dès leur décollage de la piste de leur base aérienne et les traquer instantanément dans les airs. Ce genre de guerre en réseau est terriblement injuste pour la politique des slogans parce que les avions continuent d'échanger des données au lieu d'échanger des répliques pour applaudissements. La marine japonaise est finalement sortie de cette coquille pacifique et sécuritaire dans laquelle elle se cachait depuis des années. Le destroyer militaire JS Asahi est descendu directement au cœur de la mer de Chine méridionale qui se trouve au centre de la crise. Il a infligé une gifle militaire très dure et très concrète à la revendication arrogante de l'administration chinoise, selon laquelle cette mer appartenait à la Chine seule. Un autre destroyer japonais bien équipé, le JS Uchi, a traversé seul et sans crainte le détroit de Taïwan, véritable épicentre de la crise. Ce geste a littéralement rendu furieuse l'administration militaire de Pékin. Le Japon ne se contente plus de faire flotter ses destroyers et ses navires de guerre dans les eaux du Pacifique. Il transforme aussi toutes ces îles stratégiques, grandes et petites, en forteresses de missiles impénétrables et mortels. La chaîne stratégique des îles Ryukyu dans le Pacifique a été équipée de missiles côtiers de nouvelle génération et de radars d'alerte avancés. Les missiles récemment déployés, particulièrement sur les îles d'Amami-Oshima et de Miyako, ont créé un goulet d'étranglement mortel dans l'immensité de l'océan. Les portes de sortie de la marine de l'armée populaire de libération, depuis ces détroits étroits vers les eaux libres du Pacifique, ont été solidement verrouillées par ces îles. Les stations avancées de guerre électronique construites sur ces îles stratégiques ont été modernisées jusqu'à atteindre une capacité capable de faire s'effondrer instantanément tous les réseaux de communication des navires chinois à l'horizon. Le Japon se tient maintenant comme la puissance militaire régionale la plus proactive, bloquant l'expansion maritime régionale de la Chine en première ligne avec ses missiles. Cependant, ce qui rend réellement impossible la tâche de l'armée chinoise dans la région n'est pas seulement l'armement individuel de Tokyo. C'est l'unification de tous ces puissants acteurs du Pacifique sous le parapluie militaire américain afin de former une immense machine de guerre commune. L'administration de Washington a uni tous ses principaux alliés militaires dans le Pacifique sous une seule chaîne de commandement et de contrôle militaire. Jour après jour, elle resserre sans pitié cet encerclement militaire étouffant autour de la marine chinoise. Pour le Sher pro-Trump, les alliances sont souvent traitées comme de mauvaises factures. Sur cette carte, elles ressemblent plutôt au verrou placé sur chaque porte de sortie. Le véritable chef-d'œuvre stratégique des États-Unis était ce réseau impeccable d'alliances militaires. Ils n'ont pas seulement protégé l'île de Taïwan dans le Pacifique, ils ont établi une ligne continue longue de milliers de kilomètres s'étendant du Japon jusqu'aux Philippines. Les sous-marins nucléaires d'attaque les plus redoutables de la marine américaine ont été déployés dans les profondeurs noires du Pacifique. Le USS Asheville de classe Los Angeles s'est positionné silencieusement dans les voies maritimes les plus stratégiques de la région. Chaque mouvement de surface de la marine chinoise a commencé à être surveillé depuis le fond de l'océan comme une ombre invisible. Ces navires fantômes nucléaires attendent leur cible dans l'obscurité de l'océan comme de parfaits chasseurs embusqués. Grâce à des sonars hydrophones avancés, ils calculent instantanément les trajectoires et les vitesses des navires amphibies chinois à des kilomètres de distance. En bref, Pékin regarde maintenant un tableau très différent. Le Pacifique n'est plus le terrain de jeu de la Chine et aucun tonnerre de scène électorale ne peut changer ce fait silencieux. L'océan est devenu une pièce verrouillée avec une acoustique très sérieuse. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.